Bonjour, je suis Romain Quiro, je suis le réalisateur du dernier voyage de Paul W.R. En tout cas, il s'appelle comme ça, et le titre risque de bouger. Voilà. Mon film est un conte d'anticipation dans un monde où une lune rouge menace l'humanité. Il y a une seule personne qui est capable de nous sauver, c'est Paul W.R., l'astronaute le plus talentueux de sa génération. Et en fait, à quelques heures de sa mission, il a disparu. On va découvrir pourquoi. Il veut pas faire cette mission. Et sur sa route, il va croiser la route d'Elma, une adolescente au tempérament de feu. Et voilà, c'est leur fuite. C'est un road movie à bord d'une Peugeot volante dans une France désertique dans le futur. Avec voilà, des thématiques qui amènent à l'enfance, au monde qu'on voyait quand on était enfant, et qui questionnent la façon dont on gère le monde actuel et notre rapport à la planète, évidemment. À la base, il y a un court-métrage qui date de 2015, dans le cadre des Audit Talent Awards à l'époque, un court-métrage qui s'appelait Le dernier voyage de l'énigmatique Paul W.R., et qui était un peu, voilà, on posait un peu les bases de l'univers, les bases de l'histoire, à savoir un héros en fuite alors qu'il doit accomplir une grande mission. Il y avait des différences, il y avait quand même pas mal de différences, mais il y avait quand même aussi, l'univers était là en tout cas, le personnage, les prémices du personnage étaient là. Et quand on a fait le cours, qui est un cours qui a quand même bien marché, on a quand même fait pas mal de festivals, on a eu pas mal de prix, on était prêt en présélection des Oscars, donc il y avait une espèce de bon feeling autour de ce projet. On s'est dit, moi j'avais envie évidemment de basculer au long, et en fait on s'est dit, un peu poussé par Hugo Becker et par mes producteurs, en fait qu'on avait envie d'aller plus loin, qu'on avait l'impression que ces 15 minutes étaient que le début d'une histoire plus longue. Donc voilà, moi j'avais commencé à écrire un scénario sur un mec en fuite qui croisait la route d'une ado, et en fait je me suis dit, mais ça serait assez cool en fait de faire un road movie dans une France désertique, voilà, jouer avec les codes de la SF un peu à la Mad Max, mais l'ancrer dans un paysage français, et ramener vers des thématiques qui me touchent plus, qui sont des thématiques plus liées à l'enfance. Depuis le départ, j'avais envie de mêler le spectaculaire et l'intime. Effectivement, faire un film de SF en France, on va dire que c'est pas commun, et on va dire que c'est une bonne galère. Parce que mais je le savais en fait, je le savais très très vite. Dès que je me suis dit, tiens, je vais adapter mon court-métrage en long-métrage, ça va être ça mon premier film. C'était une envie, hein, moi, c'était une vraie envie de proposer quelque chose de différent. Je savais que je fonçais vers un mur gigantesque, et que ça allait être un combat de plusieurs années en fait. J'en étais conscient, je m'étais dit, j'avais 30 ans à l'époque du cours, je me suis dit, je me mets jusqu'à 40 ans pour tenter de faire un film un peu différent. Puis si j'y arrive pas, je ferai une comédie ou je ferai un film social, mais j'avais envie de me battre pour ça en fait, de me dire en fait, on peut pas décréter, on peut pas dire à une génération de nouveaux réalisateurs qui arrivent, de nouvelles réalisatrices, leur dire en fait non, en France on peut pas faire des films comme ça, c'est pas adapté au cinéma français, on laisse les Américains faire ça, ou si on veut faire des films plus barrés, plus décalés, on va laisser les Coréens, mais vous rentrez plutôt dans les cases. Et en fait c'est juste puis moi quand on me dit de pas faire quelque chose, ça me donne envie de le faire. Et du coup en fait voilà, c'était un combat, c'était un vrai combat, parce qu'en fait les gens ont peur, qu'ils pensent qu'on ne sait pas faire, qu'on ne peut pas faire, qu'il y a mille explications. En fait, c'est ce truc de dire en fait toutes les raisons pour lesquelles c'est impossible, sans jamais voir comment ça serait possible en fait. Comment ça serait intéressant aussi avec notre sensibilité, d'aller sur ce terrain-là et de pas être que dans la sensibilité américaine, quand on regarde des films d'SF. Puis c'est complètement oublié que Jules Verne, que Méliès, que Luc Besson et tant d'autres sont passés avant nous, et ont raconté des histoires qui sont restées en faisant de la science-fiction française. Alors mes références, en fait, c'est assez, ça part. Si je remonte un peu le film, et c'est vraiment comme ça que ça s'est nourri, et c'est comme ça que j'ai nourri ce film en tout cas. Ça part vraiment du mainstream américain quand je suis petit, comme je pense tous les gamins des années 80, 90, avec Indiana Jones, avec Star Wars, tous ces films-là qui m'ont, avec une iconographie très marquée, qui restent, des images fortes, des personnages un peu archétypés, qui sont des vrais personnages en fait, presque de comics. Ça commence comme ça, ensuite en vieillissant, je suis fan de Harrison Ford, donc du coup je bascule en me disant putain, il a fait un film qui a l'air génial, qui s'appelle Blade Runner, ça va être trop cool avec des voitures. Et là je vois le film et je comprends rien à ce que je vois, j'ai 10 ans, je suis là genre, mais c'est quoi ce film, il joue du piano en pleurant, il y a des robots qui sont pas des robots, enfin c'est très très bizarre. Et je suis hyper troublé en fait par ce film, que je revois en fait un peu plus tard.
et qui me bouleverse. En fait, je trouve ça fou. Je me dis, mais c'est génial, mais est-ce qu'à la fin, c'est un répliquant ou pas? Ça change littéralement ma vision du cinéma en me disant, en fait, ça peut pas être que du spectacle. C'est quand même cool quand ça twist, quand ça amène vers quelque chose. Et que mêler les deux est hyper intéressant. Euh, et puis, je découvre le cinéma japonais de Takeshi Kitano, la poésie, la violence, que j'adore, de la façon dont il aborde ça. Je découvre évidemment, je me souviens que je vais voir Old Boy au cinéma, donc le cinéma sud-coréen qui me met une claque monstrueuse et qui est complètement décomplexé. Et je termine un peu plus tard avec les classiques français, que ce soit grosse découverte avec Clouseau, et qui m'amène jusqu'à la nouvelle vague que j'adore en fait, et Paul Loublever est vraiment nourri de ça, c'est-à-dire qu'il y a un peu il y a un peu de Star Wars, mais il y a aussi, moi je trouve, je sens mon inspiration du cinéma asiatique dans certaines scènes, avec de la violence, mais twistée, ramenée de façon plus mélancolique, poétique aussi, et ce côté un peu le road movie, enfin Pierrot le Fou, ce genre de film où il y a un road movie français, il assume en fait, il dit mais moi je vais faire un Bonnie and Clyde à la française, et je trouve ça génial en fait de faire des propositions de cinéma comme ça. Et du coup le film se déroule, a été tourné comme le court-métrage dans le désert marocain. Il y a au sud du Maroc, dans la région de Ouarzazate, il y a des déserts avec des paysages qui sont absolument fabuleux, qui ont une lumière folle. Et un peu plus loin, il y a des dunes de sable, etc. Donc ça, c'est des paysages qui sont hyper payants et qu'on utilise en fait beaucoup en France dans les séries. Dès qu'on veut faire un pays en Irak, etc., ils se tournent là-bas. Et du coup, il y a des équipes qui sont top, il y a des studios, c'est là qu'ils ont tourné Astérix et Obélix, etc. Donc il y a une vraie... C'est assez marrant en fait, parce que c'est des déserts immenses. Et de temps en temps, il y a des studios qui sortent du désert. On se dit, ah bah tiens, la série Les Scott qui a fait un film, bah là c'est Alain Chabat qui était là. Et c'est assez rigolo parce que les trucs sont restés là. Donc voilà, c'était un lieu un peu coupé du monde, assez très particulier, et assez génial en fait de passer un mois dans cet endroit. Et en fait, pour moi, c'était hyper important que ce soit un film de science-fiction ancré en France. Donc après, je le joue, je le pousse parfois. La première image du film, c'est une tour Eiffel brisée dans le désert. Et après, voilà, tout le long, je mets des indices, des petites choses qu'on a rajoutées souvent en post-production, voilà, pour rappeler, Mais après, c'est un film post-apocalyptique un peu avec un parti pris visuel assez poétique, c'est assez épuré. Je suis pas il y a pas des villes détruites partout, etc. C'est comme si des tempêtes, c'est comme ça que j'explique, c'est qu'il y a des tempêtes de poussière et de sable qui viennent du sud et qui déferlent sur la France et qui finissent par bouleverser le paysage, recouvrir 80% des champs et des villes sous du sable et des dunes. Concernant le casting, c'est assez varié. J'avais envie depuis le départ de voir des nouvelles têtes. C'était important, et Hugo à l'époque du cours déjà. Hein. Donc Hugo, c'était une découverte. Moi, j'avais rien vu de tout ce qu'il avait fait, mais il avait une tête un peu de héros. Et c'est pas facile en fait en France de faire un film. Un des gros enjeux quand tu fais un film comme ça, les Américains ils arrivent à le faire. Les Américains ils te disent la Terre va être détruite, regarde il y a un astéroïde, on y croit, on est là, on est avec eux, ils ont ce truc là en fait. Nous on fait ça, c'est chaud, on est là genre Maurice calme-toi et rentre, tu vois. Il y a un côté genre t'es en décalage complet par rapport à notre attitude française, il y a notre cynisme aussi. Et du coup j'avais envie à l'époque du cours de trouver un mec qui pouvait avoir quand même un look un peu d'astronaute, sans être complètement en décalage, etc. Mais lui, il a ce physique-là, il a un petit truc un peu à l'ancienne, un peu de long, voire un peu Harrison Ford, il y a ces petits échos-là dans son look et dans sa voix. Et l'idée, c'était de travailler avec Hugo, qui est un comédien extrêmement talentueux, mais qui est un comédien qui est dans le contrôle total, et de l'amener absolument, à l'amener vers ce vers quoi je tendais, à savoir un héros qui est hyper fragile en fait, qui est un gamin autiste en fuite, mais qui est pas du tout le super héros. Il en a le look au départ, mais en fait très vite on comprend que c'est pas ça, et que c'est un enfant trop sensible qui est en fuite. Donc l'IA découverte grâce à Swan, la directrice de casting, c'était une évidence. Ça a été, j'ai vu deux filles, mais en fait tout de suite j'ai su que ça serait elle. Elle avait tout, en fait elle était très très proche du personnage, elle rentre dans une pièce, elle rayonne, elle est un peu folle. Ma seule crainte, c'était est-ce qu'elle arrivera à aller chercher la noirceur dont j'avais quand même besoin pour une gamine de 13 ans qui vit dans un monde où tout le monde baisse les bras. Et en fait, elle veut pas baisser les bras, elle a 13 ans, elle veut vivre comme tous les jeunes de son âge. Et en fait, elle comprend pas que son père en particulier, qui est incarné par Bruno Locher,
baisse les bras et sombre, et elle voit le monde glisser vers le noir, et elle se dit mais en fait non, moi j'ai envie de vivre en fait. Elle a la rage. Il y a une scène où elle est dans sa caravane et elle danse de rage en mode je veux vivre en fait, je veux exister. Et en fait elle m'a hyper surpris par l'intensité de ça, de ce potentiel de noirceur, de rage qu'elle avait en elle pour une comédienne qui avait 13 ans, dont c'était le premier film, tourné au Maroc, dans des conditions quand même assez rock'n'roll. Donc tout le monde était impressionné. Et moi, je suis ravi, je la trouve vraiment très bien dans le film, je suis ravi. Et puis Paul Ami dans le rôle du méchant, entre guillemets, qui est le frère en fait de Hugo Becker, qui est un personnage qui était sur le papier assez casse-gueule. C'est un vrai personnage de cinéma. C'est-à-dire que c'est un personnage qui a fait un voyage vers la Lune pour essayer de la détruire et qui revient bouleversé, qui revient quelque chose a changé en lui, comme si la Lune mettait l'humanité au défi en disant vous jouez avec moi, je vais jouer avec vous. Et du coup, il est changé, son ADN est bouleversé. C'est lié. En fait, c'est un truc qui a existé. Il y a deux frères jumeaux américains. Il y a un des frères qui est parti en mission pendant quelques semaines dans l'espace et quand il est revenu, son ADN avait été bouleversé à 7%, ce qui est quand même énorme. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais ça serait génial en fait que Elliot ait son ADN bouleversé, mais pour le coup un peu plus que 7%, et qu'il y ait un truc en lui de déshumaniser. Il voit les humains comme des espèces de choses étranges avec lesquelles il peut presque jouer. Il voit il est nourri de désespoir et il joue avec ça avec humour en fait. Jusqu'à pousser certaines personnes à la mort. Il fallait quand même y aller, c'est-à-dire qu'il fallait aller chercher le trouble et la complexité, et en même temps l'humour que nécessitait ce personnage. Donc voilà, on a beaucoup bossé avec Paul Ami, qui est un comédien, que j'adore, qui est un mec complètement fou, mais qui est d'une générosité rare en fait, et qui va pas hésiter à se mettre en danger comme j'ai jamais vu ça en fait. Il peut proposer un truc où tu le regardes et tu te dis c'est n'importe quoi, mais c'est génial de le proposer ça en fait, parce que ça veut dire que tu me fais confiance et ça veut dire qu'ensemble on va pouvoir aller chercher des choses et ne pas avoir peur. Et après voilà, l'enjeu c'est de canaliser, de se laisser la possibilité de pousser. Par moment on a poussé, je l'ai fait danser en hurlant dans le désert, ça a jamais été monté, mais on est allé chercher assez loin et au final on a rééquilibré après au montage. Je pense que c'est un personnage je le vois là au fur et à mesure des projections, qui fascine certaines personnes et qui dérange d'autres. C'est un personnage qui est clivant. Et, euh, et Jean Reno, il y avait une continuité logique parce que Luc Besson, parce que c'est un des rares comédiens qui a une vraie aura internationale, un des rares comédiens français qui a une aura internationale. Et il joue le fondateur de Space WR, qui est l'équivalent de SpaceX américain. Donc en fait, le mec, il faut qu'il puisse être crédible. Il faut quand on le voit, on se dit ok, c'est un mec qui a créé une force spatiale internationale. Donc ça peut pas être n'importe qui. Et je trouve que c'était vraiment, enfin moi, entre l'écho que ça faisait au film de mon enfance, son aura, son charisme, et en fait la poésie que Jean Reno porte en lui, et je le trouve sensible en fait. Je trouve, on l'a vu peut-être un peu plus par le passé, mais en fait il avait vraiment ce truc-là qui moi m'avait beaucoup touché. Donc voilà, ça fait partie. Jean Reno, c'est Jean Reno. Il fait partie. Enfin, on a tourné à Casablanca. Il est né à Casablanca. C'était hallucinant. Les gens comme sont fascinés, sont marqués. C'est 30 ans, 40 ans d'histoire du cinéma. Donc les gens sont fascinés par lui. Je pense que c'est un vrai film de cinéma. Je pense vraiment que c'est un film qui mérite d'être vu en grand parce que c'est un film qui propose un univers qu'on n'a pas beaucoup vu en France, et puis c'est un film qui est assez spectaculaire. Il y a vraiment des scènes, il y avait l'envie de jouer, de vraiment, comme je le disais, mais de mêler l'intime et le spectaculaire. Donc il y a vraiment des scènes, des courses-poursuites de bagnoles dans le ciel, une tempête géante. Enfin, il y a vraiment des moments de cinéma, de spectacle. Et du coup, ouais, je pense qu'il est clairement préférable de le voir en grand écran si c'est possible. Il a fait l'ouverture d'un festival chinois, le Lund Festival, en Suède, et là c'est ce qu'il disait. Il disait un film à voir sur l'écran le plus large possible. Donc ouais, je pense que c'est ça. C'est pour ça que je me suis battu, et c'était aussi la difficulté de proposer un film de genre de science-fiction à voir dans les salles françaises. Les premiers retours des festivals sont hyper positifs. Moi, je suis hyper content. On revient de Sitges avec le Méliès d'argent. On est du meilleur film, donc on est ravis. Le public réagit. Il est et puis c'est intéressant. Moi, j'adore me confronter, discuter avec les gens et voir ce qu'ils aiment, ce qui leur déplaît. C'est un film qui va c'est un film, par exemple, ce qui est hyper étonnant, c'est qu'à Sitges,
Moi, à la fin de la projection, je voyais encore les défauts, le film n'était pas fini, il y a des effets spéciaux en cours, etc. Donc j'ai complètement raté la projection. Et j'avais pas trop envie, je me sentais un peu fébrile en fait. J'étais en mode putain, chier, il est pas fini ce film, etc. Et il y a une fille qui est venue me voir, une meuf toute timide, et qui m'a dit je voulais juste te dire, ça m'a hyper touché, je trouve ça hyper émouvant, et voilà, je veux pas te déranger, machin. Et en fait, ça m'a hyper. Vraiment, j'ai envie de lui dire merci. En fait, ce que tu viens de faire là, ça va rester. Je vais jamais oublier, parce que pour un réalisateur qui monte son film pour les premières fois, les réactions évidemment sont importantes. Et puis on est à fleur de peau, on essaie de le cacher, mais on est hyper fragilisé. Enfin, ou en tout cas hyper sensible. Et je crois que c'est quelque chose dont je suis assez content, c'est que c'est un film de science-fiction, mais c'est pas un film, c'est un film de science-fiction qui est assez sensible, et qui peut, voilà, qui peut toucher. C'est pas pour juste un public geek, quoi. Il y a je pense qu'il peut toucher pas mal un public plus large. Un mot de conclusion, bah, si la fin du monde n'est pas imminente, j'espère qu'on se retrouvera dans les salles pour voir un film qui ne fait que l'imaginer, cette fin du monde.